Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour entamer ce numéro, donc, François Dossou est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine. Vous êtes directeur de la gestion action chez Siena Gestion. Attaquons déjà par un petit panorama, par une vue d'ensemble. Quand on commence à regarder 2025 un peu dans le rétro là maintenant, comment est-ce que vous la qualifieriez cette année sur les marchés actions, sur la conjoncture, cet environnement macro? Ça ressemblait à quoi? Ça ressemble finalement à une très bonne année, qu'on soit sur les marchés actions, qu'on soit sur les marchés obligataires, qu'on soit sur toute classe d'actifs. Cette année, il était difficile de trouver une classe d'actifs où en fait vous aviez des rendements négatifs. Donc, quelque part, ça veut dire qu'une bonne diversification vous amène naturellement à avoir des gains positifs, avoir des rendements positifs, toutes classes d'actifs confondues. C'est une année qui était, de ce point de vue, assez atypique, parce que, si vous voulez, les marchés actions, notamment, ils ont enjambé des grosses difficultés, avec beaucoup de succès. La volatilité, effectivement, il y a eu des pics de volatilité autour du Liberation Day, mais lorsque vous regardez, la volatilité est restée relativement faible. Et donc, ça veut dire quoi? Avec des marchés actions qui progressent de 15% en Europe, entre 15 et 20%, y compris aux États-Unis, mais en dollars, on reviendra dessus, des marchés qui sont moins performants lorsque vous les regardez en euros. Quelque part, vous avez été rémunéré pour le risque que vous avez pris. Et la question maintenant est de savoir, après un marché qui s'est montré d'une telle résilience, à quoi nous devons nous attendre en 2026. Mais l'année 2025 restera comme une très bonne année, avec des performances qui sont contre toute intuition, compte tenu du contexte géopolitique, compte tenu de la guerre tarifaire des droits de douane. Les entreprises ont montré une résilience, et puis la croissance économique est restée surtout relativement bonne, bien orientée, avec une inflation qui retourne dans son nid, ce qui, quelque part, pour les marchés actions, est plutôt un environnement assez porteur. Nous n'avons pas des raisons de croire que, en fait, à moyen terme, en fait, cet environnement va changer, mais nous ne sommes jamais à l'abri de quelques secousses. Et donc, l'idée est de pouvoir toujours se projeter et pouvoir faire des choses simples. Cette année, faire des choses simples, ça conduit à avoir des rentabilités, des rendements qui sont satisfaisants. C'est vrai que vous parlez de l'inflation, François, et elle a largement occupé les commentaires pendant des mois, pour ne pas dire des années. Et c'est vrai que là, on est revenu autour des 2%. C'est ce que nous dit la Banque centrale, un petit peu en dessous, taux directeur qui retrouve finalement une trajectoire plus sympathique, qui ont été abaissés. Pour un gérant action, qu'est-ce que ça signifie, ou qu'est-ce que ça a signifié justement dans la façon dont vous avez piloté, construit, drivé les portefeuilles 2025? Alors, quelque part, cette inflation qui est revenue dans son nid, quelque part, ça devait nous aider. C'était censé nous aider à mieux gérer et à pouvoir mieux appréhender le risque, parce que vous aviez une croissance qui, elle, restait plutôt bien orientée, une inflation qui, elle, devait plutôt, qui est restée stable et qui est revenue dans son nid. Et donc, tout ça, c'est des éléments, comme je disais tout à l'heure, qui sont des éléments positifs. À part que, à cela, vous ajoutez donc, compte tenu du fait que l'inflation est devenue basse, des banques centrales qui ont abaissé leur taux directeur. La grosse difficulté de 2025, c'est que ces taux bas des banques centrales ne sont pas répercutés sur toute la courbe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une diffusion des politiques monétaires sur les taux longs qui, eux, ont même plutôt monté. Ça, c'est quelque chose de totalement contre-intuitif, parce que si vous dites que l'inflation est sorti des schémas, on va dire. Tout à fait. Et ça montre encore, c'est encore un autre élément qui met en exergue les difficultés, quelque part, qui ont été surmontées par les marchés. Des taux longs qui ne baissent pas, alors que les politiques monétaires, elles, sont plutôt accommodantes et que les banques centrales baissent les taux. Ça veut dire quelque part que vous avez dû faire face à une montée de la prime de risque sur le marché obligataire, et qui n'a pas été un élément de soutien pour les marchés actions. Donc il a fallu être très proactif, on va dire, dans la gestion. Absolument, il a fallu. Alors que normalement, je ne vais pas dire, on se réfère à des modèles et on est un peu aidé dans ses choix. Alors, pour donner un exemple, c'est notamment les banques. Les banques qui affichent des performances de plus de 70%, l'indice bancaire européen, il affiche une performance de 75% dividendes réinvestis.
Alors, normalement, en fait, quand vous baissez les taux, c'est pas très bon pour les banques. Mais puisqu'il y a eu un mouvement de pontification, c'est-à-dire que les taux bas ont baissé, mais les taux longs ont plutôt monté, ça a été en fait une aubaine pour les banques qui, elles, ont continué à faire leur travail, à savoir emprunter à court terme pour financer l'économie, pour prêter à long terme. Et donc, ça a été un élément assez supportif pour les banques. Et autre phénomène atypique, parce qu'on a l'impression que l'année 2025 était une année facile lorsque vous regardez toutes les performances qui sont positives, mais vous rendez compte en fait que malgré la crise géopolitique et malgré des incertitudes sur des phénomènes, des facteurs exogènes tels que l'administration américaine, en fait, avec tout le lot de surprises qu'elle peut nous réserver, vous avez quand même des marchés qui ont progressé. Des banques qui, habituellement, lorsque vous avez un environnement de crise, historiquement, ont plutôt tendance à sous-performer, parce qu'en fait, c'est toujours ce qu'on appelle les usual suspects, les suspects, c'est-à-dire qu'on se pose toujours des questions sur le bilan. Eh bien non, cette année, les banques, elles affichent la meilleure performance dans un environnement de crise où, en fait, l'incertitude, même si elle n'est pas reflétée par les performances des marchés actions, elle a quand même été relativement forte, notamment autour du Liberation Day. Alors, comment est-ce que, justement, puisque à chaque fois, vous faites un petit jeu de parallèle, de comparaison, de regard croisé avec l'autre rive de l'Atlantique, c'est vrai que la cohérence, on va dire, globale de l'année, souvent on dit il y a un marché directeur et puis d'autres suivent, enfin en tout cas c'est ce qu'on constate souvent avec le marché européen. Cette année, peut-être que ça n'a pas été totalement cohérent de partout. Là aussi, comment est-ce que entre les États-Unis avec la tech et la croissance qui ont tiré encore une fois ce marché, l'Europe un peu plus hésitante avec, bien évidemment, il y a toujours des secteurs chez nous qui se démarquent. Comment est-ce que vous positionnez un peu vos portefeuilles? Comment est-ce que vous avez cherché de la diversification, peut-être des valeurs plus typiques ou... Tout à fait. En fait, là encore, c'est un autre élément qui a été en définitive, il y a quand même beaucoup de particularités sur cette année, parce que les marchés américains et les marchés européens, chacun a eu sa phase de performance en fait en début d'année. Il y avait une très forte surperformance des marchés européens, et puis arrivé à l'été, on a eu un marché américain qui a repris en fait une partie de son retard, et tout ceci en fait dans un mouvement où la question des bouleversements par rapport à l'environnement financier, en fait, aujourd'hui, est une vraie question, parce qu'on se rend compte par rapport à ce marché leader qu'étaient les États-Unis, en fait, qu'il reste probablement en termes de croissance. L'Europe a montré cette année qu'elle pouvait performer toute seule, avec des facteurs qui lui sont relativement propres, et on le voit au niveau notamment des contributeurs des indices européens. Il y a beaucoup de valeurs domestiques, c'est-à-dire qu'au moment où la crise a éclaté, aussi bien d'un point de vue géopolitique, mais aussi les droits de douane, en fait, les Européens se sont réfugiés sur des actifs européens. Et ça a été plutôt favorable en termes de stratégie dans nos portefeuilles mondiaux, parce que nous étions, dès le début d'année, en fin d'année dernière, nous étions déjà surpondérés sur l'Europe, parce que nous considérions en fait que, sans pour autant que les actions américaines déméritent, elles étaient quand même relativement bien valorisées. Et quelque part, si vous voulez, avec l'élection de Trump, nous avons considéré que pour être investi sur des actifs dollars, qui ne sont pas en fait notre zone de prédilection, il fallait quand même avoir des arguments relativement solides. Parce qu'en fait, s'exposer aux actions américaines, faudrait-il encore avoir en tête que c'est aussi s'exposer au dollar. Bien sûr. D'accord. Et donc, c'est une des particularités de cette année aussi, où on voit quand même des marchés qui ont à peu près en devise locale les mêmes performances, mais lorsque vous retraitez des effets de devise, en fait, vous avez quand même un marché américain qui fait moins bien que les marchés européens. C'est très intéressant ce que vous nous dites, François Dossou. On a l'impression qu'il a fallu vraiment repositionner un petit peu sa réflexion rendement-risque, et que finalement, le choix de cette année, qui, vous l'avez rappelé, pouvait paraître simple, calme, tranquille, enfin voilà, un peu en trompe-l'œil, eh ben, ça vous a demandé peut-être plus de conviction dans le choix, etc. Absolument, absolument. C'est-à-dire que la conviction la plus évidente, c'est celle qui consiste à dire, si vous n'êtes pas investisseur américain, si vous n'avez pas des raisons fondamentales
Et la valorisation des actifs américains n'est pas là pour plaider en faveur d'un investissement, d'une préférence pour les actions américaines. Lorsque vous avez en plus un risque de change, c'est-à-dire que vous prenez un risque que le dollar, parce que si vous voulez, un des enseignements de 2025 qu'il faudra sans doute avoir en 2026 dans un coin de la tête, c'est que le phénomène de dédollarisation n'est peut-être pas encore arrivé à son terme, parce que vous avez quand même la devise américaine qui perd plus de 10%, et quelle que soit, si vous voulez, la performance des actifs américains, quelle que soit la capacité des entreprises de l'IA notamment à pouvoir continuer à performer, quelque part, si vous êtes investisseur européen, vous devez quand même vous poser la question où va le dollar en 2026 avant de chercher à capturer la performance des actions américaines. C'est vrai qu'on est dans Cœur de patrimoine, on a à l'écoute des investisseurs qui ont souvent une vision plus longue, je le disais en introduction, 5, 10, peut-être même plus, 15 ans. Sur quel thème ou secteur vous êtes le plus confiant dans la durée ? Parce que, vous l'avez rappelé, il y a aussi ces questions autour de l'IA. On a vu certains sortir, on en a parlé il y a peu sur Radio Patrimoine. Quelles sont vos convictions dans la durée en sortant un peu de l'écume des jours? Effectivement, si vous rentrez dans la perspective long terme, là, vous commencez à réfléchir en termes de rendement-risque. Donc, en termes de rendement sur le long terme, effectivement, les entreprises américaines ont montré leur capacité à innover. Et donc, je pense qu'il ne faut pas tuer l'IA et que l'IA va être un facteur de croissance. Et ça, c'est aux États-Unis. Et ça, c'est aux États-Unis. Que ce soit un facteur de rendement, un facteur de croissance, un facteur d'innovation, pour autant, il faudra se méfier des valorisations. Donc, à court terme, on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que les valorisations n'intègrent pas des phénomènes un peu exponentiels sur la capacité des acteurs d'infrastructure, parce qu'il reste quand même que des acteurs d'infrastructure, à pouvoir prolonger cette tendance. Alors, pour faire une analogie par rapport à la bulle techno, les premiers arrivés, c'est finalement pas ceux qui ont le plus bénéficié. Donc, quand vous regardez des acteurs comme Nokia, qui étaient en amont du process, et que vous voyez ce qu'est devenu l'entreprise, ceux qui en ont profité, c'est plutôt les GAFAM plus tard, ceux qui ont pu monétiser en fait cette innovation. Et donc, la question aujourd'hui qui peut se poser à moyen, long terme, dans la perspective d'un investissement très long terme, c'est quels sont les gagnants de l'IA de demain. Et donc, je pense que nous avons le temps de voir émerger les vainqueurs. Donc, le marché américain, il restera toujours un marché qu'il faudra privilégier, mais à moyen terme, je pense que vous avez une Europe qui aujourd'hui est en train de s'organiser. Vous avez une Europe qui est en train de mettre sur la base du rapport Draghi, qui est en train de... Effectivement, ça n'ira jamais aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, mais vous avez des restrictions, vous avez des droits de douane sur l'industrie automobile, sur l'électrique, vous avez eu récemment des quotas sur l'acier. Donc vous voyez que l'Europe est en train de bouger, est en train de se donner les moyens pour améliorer son environnement en termes d'investissement. Donc, les thématiques que nous privilégions, c'est plutôt des thématiques autour de la souveraineté. Bon, je pense que la souveraineté, elle est vue par les acteurs du marché de manière différente. Il suffit de voir le nombre de fonds qui ont émergé sur la place ces dernières semaines, ces derniers mois. C'était aussi une façon un peu de remettre un peu de défense dans une gestion ISR où on ne voulait pas de défense à un moment. On a dit là, mais ce n'est pas de la défense, c'est de la souveraineté. Absolument. À part que nous, non seulement nous n'avons pas d'un point de vue, parce que nous sommes dans une gestion qui intègre des critères extra-financiers, notamment ESG, nous n'avons pas eu à retourner notre veste par rapport à notre vision sur la défense et que nous, de notre point de vue, la défense est un axe parmi 7 sous-thématiques que nous avons identifiées qui concernent l'efficacité énergétique, l'innovation, le financement de l'économie. Ne laissons pas nos grandes entreprises aux mains d'investisseurs étrangers. C'est aussi un acte souverain. Ça regroupe aussi bien la transition énergétique, donc pour la compétitivité telle qu'elle a été décrite notamment dans le rapport Draghi, innovation, décarbonation de l'économie sont des axes à privilégier pour nous à moyen terme. Ça veut dire que, OK, l'IA, on l'a dit, c'est très estampillé Amérique, etc. OK, mais tout ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que aujourd'hui, y compris un investisseur que je qualifierais de patrimonial, il doit se dire 2026, avec cette reflation domestique, avec tous ces plans dont on a parlé, c'est aussi celle d'un retour en Europe. Il ne faut pas rester campé que
autour de Wall Street si je puis m'exprimer de la sorte, une prime qui consiste à dire, vous avez un marché européen qui est moins chèrement valorisé. Et mine de rien, lorsque vous regardez en termes de croissance économique, parce que c'est ce qui compte pour les entreprises, vous avez un resserrement des croissances économiques entre les États-Unis et l'Europe. L'année dernière, cette année, en grosso modo, les États-Unis vont réaliser une croissance de 2,8, l'Europe sera aux environs de 1,2. L'année prochaine, l'Europe, c'est encore 1,2. Par contre, les États-Unis, c'est plus que 2. Donc, vous avez une croissance qui va se resserrer à l'avantage. L'Europe restera toujours en dessous, mais elle aura plutôt une tendance à croître. Et moi, je pense que nous sous-estimons peut-être le potentiel de relance du plan tous les plans allemands et autres. Donc, je mettrais plutôt une pièce. Aujourd'hui, nous sommes positionnés comme ça dans les portefeuilles. Il y a pas mal de thématiques moyen terme. Et l'avantage des thématiques moyen terme, c'est qu'elles peuvent vous permettre en fait de valoriser votre capital de manière plus régulière, plutôt que de vous exposer à des thématiques qui éventuellement, sur le court terme, peuvent être surévaluées et avec un risque de correction des marchés. Je vais vous forcer, François, à sortir un tout petit peu de votre zone de confort, parce qu'on le rappelle, vous dirigez la gestion action. Malgré tout, on a en gestion ces deux jambes, l'obligataire et le monde action. Donc j'imagine que quand on est en comité de pilotage chez Siena, on discute avec son petit camarade qui pilote la gestion obligataire. Comment vous la voyez, cette complémentarité action-obligation, pour avoir toujours, je reviens à mes amours, mais une gestion vraiment patrimoniale, un peu équilibré. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ah oui, bien sûr, parce que quelque part, si vous voulez, les obligations vous permettent aussi d'amortir les chocs sur les marchés actions. Non, je pense que sur un profil diversifié dans lequel vous pouvez imaginer une exposition à 100% avec 50% d'actions européennes, je pense que là, il est peut-être opportun de surpondérer un peu la classe action pour une simple et bonne raison, c'est qu'avec le plan allemand notamment, vous aurez une demande qui va être une offre en termes d'obligations. Vous allez avoir des émissions qui vont quand même être assez massives, qu'il va falloir absorber, sans pour autant oublier que les banques centrales sont plutôt dans une phase de réduction de leur bilan. Donc, il va falloir absorber toutes ces émissions. Et donc, pour l'investisseur obligataire, il ne faut pas oublier que quand les taux montent, c'est intéressant pour lui, une fois que les taux sont montés, là, il a des coupons sympathiques, mais sur toute la phase de montée des obligations, des rendements obligataires, il a une perte en capital. Donc aujourd'hui, pour accompagner cette remontée pas massive des taux, il est important de pouvoir se positionner davantage sur les marchés actions qui, eux, vont bénéficier en fait de toute cette politique monétaire accommodante, parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 12 mois, nous sommes passés de 4% à 2% sur les taux directeurs, et nous n'excluons pas que l'année prochaine, la Banque centrale européenne puisse baisser encore un peu ses taux, et donc bénéficier de toute cette phase de baisse de taux qui va s'irriguer, qui va diffuser sur le tissu économique européen, notamment les mid-cap, il faudra les privilégier. Donc, je dirais, pour faire simple, une surpondération des actions au détriment des obligations, avoir après une diversification, notamment sur la poche action, de se positionner sur les États-Unis. Il faut garder une poche américaine, mais la sous-pondérer, plutôt au profit des marchés émergents qui, eux, en fait, vont pouvoir profiter de la baisse du dollar que nous anticipons. On s'est dit beaucoup de choses, François Dossou. L'auditeur, ce matin, quel serait votre conseil, le conseil de François Dossou, que ce soit sur la diversification sectorielle, géographique, sur l'équilibre action-obligation qu'on vient d'évoquer, sur le style à privilégier, croissance ou rendement ou valeur. Enfin voilà, qu'est-ce que doit retenir au moment de tourner la page de 2025, qu'est-ce que doit retenir vraiment, la chose que doit retenir un investisseur? Ce que retenir, c'est que la dédollarisation n'est pas encore finie. D'accord. S'exposer aux actions internationales, c'est pas quand même prendre un risque de baisse du dollar. Quelle que soit la performance des marchés américains, il sera quand même impacté si le dollar continue à baisser, ce qui est plutôt notre scénario. En termes d'allocation sectorielle, je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont exposés aux biens de consommation. En fait, quelque part, vous avez en Europe des enquêtes au niveau du consommateur. Il y a beaucoup d'épargne. Donc, il faut que la confiance sur un environnement qui s'améliore
puisse se transformer en une consommation plus importante. Donc, vous avez des secteurs de la consommation qui, aujourd'hui, notamment dans les boissons qui sont très, très décotés. Vous avez aussi, côté croissance, des secteurs comme la pharmacie, les biens de santé, qui, eux, ont pâti cette année notamment, des droits de douane, mais aussi des risques de baisse de prix. Donc, je ne raisonnerai pas aujourd'hui en termes de classe de rendement. C'est vraiment du stock picking. C'est du stock picking, avec notamment des valeurs de croissance qui sont très connectées avec des thématiques sur la souveraineté, sur la transition énergétique, qui n'ont rien fait cette année. Pourquoi ? Parce que cette année, c'est les valeurs de rendement, les valeurs value tirées par la défense et par les bancaires, les financières qui ont tiré profit de la fermeté des taux. Je pense que les valeurs de croissance peuvent reprendre leur surperformance, leur revanche en 2026, dès lors qu'elles sont connectées à des thématiques qui, pour nous, sont des thématiques qui offrent une certaine visibilité et leur permettra, y compris dans un monde où, parce que mine de rien, la croissance économique, elle est attendue à 3,2 l'année prochaine. Ce n'est pas si mal que ça. Et donc, la spécificité des valeurs de croissance, c'est leur capacité à pouvoir capter tout ça, capter la croissance partout où elle se trouve. L'année 2026, c'était pas une année, 2025, pardon, c'était pas une année pour elle pour aller chercher la croissance, parce qu'avec les droits de douane, les entreprises étaient à l'arrêt et il fallait plutôt se concentrer sur son marché domestique. Nous pensons que les droits de douane, c'est plutôt derrière nous, on espère en tout cas, et donc les valeurs de croissance qui, elles, sont plutôt exposées à l'extérieur, mais aussi sont des champions qui peuvent capitaliser sur un environnement européen, je le répète, qui soit porteur en 2026. Je pense que la diversification des grands groupes, des grands leaders européens, c'est quelque chose qu'il faudra privilégier en 2026. François Dossou. Merci beaucoup François pour ce panorama très complet proposé ce matin dans Cœur de patrimoine, directeur de la gestion action chez Siena Gestion. On tourne une toute petite page et puis on se retrouve pour continuer à voyager, notamment dans le monde des cryptos. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.